France Maghreb 2. Au programme pour ce grand forum, pour ce mardi 26 février, la question du jour, la mobilisation contre le 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika en Algérie est majoritairement composée de jeunes. Ont-ils une chance de se faire entendre selon vous? On en parle dans quelques minutes avec Audrey Pronosti, avec Gamal Abina et Philippe Poriachi. Et aussi nous partirons du côté de Constantine et d'Alger avec quelques journalistes sur place pour nous commenter la situation et notamment les étudiants qui sont dans la rue aujourd'hui. Avis tranché justement, la douce France, célèbre douce France de Audrey Pronosti tout à l'heure dans son avis tranché également de Philippe Poriachi. Le zapping, les infos zappées, les coups de cœur des chroniqueurs ainsi que le grand débat en fin d'émission où les auditrices et auditeurs continuent jusqu'au 15 mars à nous donner quotidiennement leurs propositions pour ce grand débat. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF. Ne cherchez pas, c'est l'authenticité ici. C'est tous les jours de 16h à 18h. On parle de tous les sujets et on parle des sujets évidemment qui font l'actu. Et ce qui fait l'actu évidemment, c'est l'Algérie. On va en parler dans un instant. Je vous présente l'équipe du jour. Madame Pronosti, bonjour Audrey. Bonjour Christophe. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah ok, parce que moi j'avais pas de retour. Alors bonjour Christophe, bonjour Philippe, bonjour Yalam, bonjour à tous les auditeurs. Comment tu l'as appelé? Galam, c'est pas ça? Non, c'est Gamal. On se trompe, on se moque pas, hein. Moi, je suis pas d'accord. Commence pas à te moquer du prénom de ton camarade. Mais c'est même pas fait exprès, même pas fait exprès. Gamal Abina, bonjour. Gamal, bonjour. Voilà. Bonjour. Gamal, voilà. Philippe Poriachi, comment ça va? Bonjour, ça va bien, sauf que ça pique le nez et la gorge. Ah oui? La pollution, oui. Je commence à le ressentir. Ah oui, effectivement. D'ailleurs, j'ai appris que Marseille était la ville la plus polluée de France. Oui, je savais pas. En front de mer. Voilà. Moi j'aurais dit Paris. Oui, non, oui, moi aussi. Ah, mais j'ai appris ce matin, grâce à BFM, comme quoi ils disent pas que des conneries, que Marseille était la ville la plus polluée de France. Bon, on a un programme surchargé, il va falloir être discipliné et voilà, il va falloir qu'on y aille quoi, tranquille. On va parler de l'Algérie avec cette question du jour que l'on vous pose aujourd'hui. La mobilisation contre le 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika, toujours d'actualité, en Algérie, majoritairement composé de jeunes. Ont-ils une chance de se faire entendre? C'est la question que l'on se pose, que l'on vous pose, et à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Et pour l'heure, vous êtes 69% à le penser sur Facebook, 60% sur Twitter. Et vous nous appelez pour nous donner votre avis. Et nous serons en direct avec 3 journalistes. Dans un instant avec Linda Nasser, qui est journaliste à Radio Constantine. Nous serons également avec Khaled Drarni tout à l'heure, journaliste indépendant qui couvre les manifestations. Et une autre ex-journaliste, mais qui a des choses à dire. Elle s'appelle Amina, j'ai perdu son Lacri. Amina Lacri, voilà, journaliste qui sera avec nous tout à l'heure. Entre-temps, avis tranché de Audrey Pronosti qui nous fera revenir en Hexagone. Douce France, c'est le titre de son avis tranché à 17h30. Et puis mon cher Philippe, toi tu vas nous préparer un avis tranché écolo? Je sais pas si c'est écolo, mais en tout cas plutôt sociétal. Ouais. La ville et la campagne. La ville et la campagne. Coup de cœur également de Philippe Poriachi tout à l'heure qui nous emmènera à Orly. Tiens, il va se passer un événement plutôt sympathique tout à l'heure, vendredi 1er mars. Et Audrey, ça sera un bon morceau de musique qui finalement relate un petit peu avec les circonstances du moment. Ouais. Un titre de Sniper dans un instant. Donc alors, 01 40 33 9000, est-ce que la jeunesse va être entendue en Algérie, Gamal? On l'espère vraiment. Grande mobilisation qui était extraordinaire le 22. On a vu après d'autres mobilisations un peu partout en Europe particulièrement. Malheureusement, on l'espère, mais rien ne garantit qu'elle sera entendue. Ouais. En tout cas, ils sont sortis par milliers cet après-midi dans toutes les grandes villes d'Algérie, Alger, Constantine, Oran, Béjaïa, partout. Lycéens, mais aussi étudiants, donc sont dans les rues aujourd'hui pour dire un non au 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Audrey, oui. Cette mobilisation pacifique, il faut le dire et insister là-dessus. Alors, qu'elle soit pacifique, c'est une chose, mais moi j'aurais plutôt tendance à croire qu'elle aura un impact énorme, tout simplement parce que ces jeunes dont tu viens de parler, ils ont connu que Abdelaziz Bouteflika et clairement. Effectivement. Voilà, ils ont poste depuis 99, ça veut dire 20 ans. Voilà. Et donc clairement, aujourd'hui, on est quand même à l'heure des réseaux sociaux. Je vais pas faire toute une disserte là-dessus, mais
à l'instar des Gilets jaunes, le mouvement est parti des réseaux sociaux, exactement. Ouais. Donc clairement, moi je pense que les jeunes, ils sont derrière ce mouvement mais c'est évident que ça va prendre de l'ampleur. C'est sûr que ça va même avoir une force de frappe énorme. Mais c'est pas ça la question. La question, est-ce que justement toute cette jeunesse qui sont dans les rues aujourd'hui et depuis quelques jours maintenant a demandé non au 5e mandat, est-ce qu'ils vont être entendus? Est-ce que d'après vous, le pouvoir en place va écouter cette population qui s'exprime dans la rue? Je pense vraiment qu'ils vont l'être. Ah ouais, j'en suis persuadée. Bon, eh bien, Philippe, est-ce que tu partages l'optimisme de Gamal et de Audrey? S'ils sont seuls, personne ne les entendra. C'est-à-dire seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ouais, mais il y aura des récupérations. Oui, non, mais de toute façon, évidemment qu'il va y avoir des récupérations politiques. Et de toute façon, tous les opposants vont essayer d'en tirer profit. Mais s'il y a que les jeunes, malgré que c'est une grande partie de la population algérienne, je crois que c'est plus de la moitié, c'est ça, Gamal, si je me trompe. La jeunesse, 60% à peu près de la population algérienne moins de 40 ans. Mais c'est énorme. Je suis pas optimiste en vérité. J'ai dit j'espère, c'est plutôt une nuance. Oui, c'est vrai que c'est un espoir. Voilà. En substance, ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, j'étais à la manifestation dimanche à Paris. J'ai noté que l'écrasante majorité des manifestants, on avait l'impression d'être dans un stade de foot, scandaient des slogans en arabe. Et surtout, j'ai noté que c'est beaucoup de gens du bled qui étaient là. Pas tellement d'Algériens de France, malheureusement. C'était assez désert de ce point de vue. Ouais. Mais il y avait à peu près 2 ou 3 000 personnes selon les estimations officielles. Le problème de l'Algérie, c'est que, et là, c'est intéressant de revenir en arrière. Un petit braquet arrière est intéressant dans la mesure où, vas-y. En 88, en octobre 88, il y a eu, donc, le 5 octobre, des événements extrêmement violents. Ouais. C'était une fois encore la jeunesse, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais ça faisait suite au contre-choc pétrolier, donc subventions supprimées, bref, c'était une paupérisation massive de la population. Et ils sont sortis dans la rue et ça s'est passé dans des conditions atroces, puisque c'est l'armée qui est intervenue. Il y a eu entre 500 et 1000 morts, on n'a pas le chiffre exact. Et à l'époque, effectivement, ils avaient le même type de revendication, à savoir sortir de cette espèce de chape de plomb du FLN qui tenait depuis trop longtemps le pouvoir, plus de liberté, plus de démocratie, et 3 ans après, c'est le fils qui est aux portes du pouvoir. Et aujourd'hui, le scénario n'est pas tout à fait pareil, pardon Gamal. Non, c'est pas pareil, c'est vrai. Ouais. Mais je parle du fait que le facteur déclenchant, c'est la jeunesse, qui va spontanément, sans récupération au départ, et ensuite qui est récupéré par un mouvement politique qui était là, tapis dans l'ombre. Et aujourd'hui, il vient de démarrer le mouvement, c'est très très récent. On a le même type de ras-le-bol, mais c'est pour d'autres raisons cette fois-ci. C'est pas par rapport à une chape de plomb du FLN qui est toujours présente. C'est parce que on a ce qu'on appelle en arabe le hawgra, ça signifie que c'est une humiliation. On voit bien qu'on est la risée du monde parce qu'on a un président qui malheureusement pour lui a eu une attaque cérébrale en 2013, qui a été réélu en 2014 dans l'espoir qu'il se guérisse, mais il n'a pas été guéri, et que 6 ans plus tard, on nous représente ce même président sur fauteuil roulant, largement affaibli. On a le sentiment qu'il y a des cordes qui tiennent ses bras lorsqu'il est en Conseil des ministres, donc on voit bien que c'est un pantin, et que le système installé en Algérie est un système qui veut se pérenniser sur la base d'un fantôme. Moi, j'ai eu des débats assez violents et virulents avec un responsable du FLN à Paris, dans une émission, et je lui ai rappelé quand même que c'était inadmissible qu'il soit pas capable de présenter un candidat de moins on va être gentil, de moins de 60 ans. Que Bouteflika devrait être depuis 20 ans à la retraite. C'est arrivé à 62 ans. Et ce monsieur n'a pas été capable de répondre intelligemment, à savoir, il a présenté un candidat en face. Non. Je lui ai demandé de présenter un candidat jeune, parce que c'est une population jeune et qui mérite pas cette humiliation. Oui, pour représenter la jeunesse, justement. Absolument. C'est pas dans leur intérêt, de toute façon. Le but, c'est de pérenniser un système qui était déjà mis en place, et justement, eux-mêmes ne savent même pas quel candidat choisir pour pérenniser ce système. Donc, ils n'ont pas prévu le plan B, quoi. Voilà, ils n'ont pas prévu le plan B, à savoir justement ces manifestations. Donc après voilà, on peut pas savoir ce qui va se passer à l'avenir, mais franchement, je pense vraiment que les jeunes ont non seulement un grand rôle à jouer, mais que ils vont être entendus obligatoirement. Moi j'ai une inquiétude, je vais être honnête avec vous, parce que il y a une réalité. En 88, ils sortent dans la rue, c'est un massacre. Maintenant, l'État a pris une leçon. Il a dit on ne va pas mettre l'armée en face, on va mettre une police qui a l'habitude de gérer ce genre de. Voilà. Donc de ce point de vue-là, ils savent gérer les manifestations. Le preuve en est d'ailleurs, il n'y a pas eu d'échauffourée, aucun problème. Donc c'est vraiment les manifestations bon enfant qui se passent bien et qui se dispersent bien. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas le problème, c'est une terme de légitimité. Quand on avait appelé à l'époque, ils ont couru après tous les anciennes figures de la Révolution et ils ont réussi à mettre la main sur ce malheureux Mohamed Boudiaf.
qui, parce qu'il a parlé de corruption à l'époque, a été abattu au bout de 6 mois d'exercice. En direct à la télé. En direct à la télé. Donc c'est un petit peu la Kennedy. C'était violent, c'était marquant, et ça a traumatisé parce qu'à la suite de ça, il y a évidemment les 10 ans de tunnels qu'on appelle la décennie noire qui sont intervenus, qui ont traumatisé durablement le peuple algérien. On estime qu'il y a eu entre 200 et 300 000 morts en Algérie à la suite de cette dite guerre civile. Donc ils ont eu peur. Ensuite, il y a eu les événements de 2011 des printemps arabes qui ont dit aux Algériens, vous êtes les prochains sur la cible. C'est le sentiment qu'il y a eu en général. Et donc là, encore une fois, l'État a su jouer cette carte de la peur et se maintenir avec des réformettes, mais ils n'ont pas fait le travail. Et aujourd'hui, on arrive à nouveau à une situation de blocage où le pays connaît une crise économique, enfin on va relativiser, une crise depuis 2014 parce que le pétrole est passé de $120 à $30. Donc il y a un véritable traumatisme qui rappelle ce qui s'est passé en 2014, ça rappelle ce qui s'est passé 20 ans avant, en 94, où l'Algérie était en cessation de paiement. C'était le FMI qui gérait l'Algérie à ce moment-là. Et là, il y a cette peur des dirigeants qui ne gèrent pas le pays, qui ne savent pas comment faire en sorte de sortir de la rente pétrolière. Et de l'autre côté, une jeunesse qui en a marre qu'on se moque d'elle, parce que quand on dit, il y avait tout à l'heure le youtubeur qui disait, en reprenant les termes de Yahya, tout va très bien en Algérie, les Algériens mangent du yaourt, c'est une blague. Eux, ils mangent du caviar en face, hein, donc il faut quand même des proportions gardées. Donc à partir de là, ce qui pose problème, c'est la crise de représentativité. Ils n'ont pas, c'est pas le plan B qui manque, c'est l'homme providentiel qui aurait la légitimité historique. Ils sont trop vieux maintenant, ils sont tous en train de tomber comme des mouches, et qui pourrait gérer le pays en vertu de cette légitimité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis Yahya, ils n'ont pas mis le frère de Bouteflika, Saïd Bouteflika. Ils peuvent pas mettre ces gens-là parce qu'ils sont trop jeunes. Et moi, ce que je reprocherais à Bouteflika pour faire vite, c'est qu'il a promis dans les années, en 2013, en 2012, je dis pas de bêtises, à Steve, il a dit il faut que la prochaine génération, notre génération passe la main. Donc il parlait de la jeunesse. 7 ans après, il se passe plus rien, c'est encore une catastrophe, c'est-à-dire que vraiment, ils se moquent de nous. Bon, alors, on va accueillir Walid dans un instant. Une petite info qui vient de tomber, qui va peut-être vous intéresser, c'est Michel Alliomari, vous voyez qui c'est? Oui. Elle vient d'être mise en examen pour prise illégale d'intérêt dans une enquête sur des associations à Saint-Jean-de-Luz. Ça fait plaisir. Allez, hop. Super. Voilà, donc le clan Sarkozy finalement en ce moment ça mouille bien. Hein. Walid nous appelle de la Seine-et-Marne 77. Salut Walid. Salut. Bienvenue à toi Walid. Merci, bonjour à vos invités. Alors, on t'écoute. Est-ce que, d'après toi, cette jeunesse, qui est quand même importante en Algérie et qui est dans la rue aujourd'hui, va être entendue? Je pense que oui, dans tous les cas, c'est obligé qu'elles soient entendues. Parce que surtout qu'aujourd'hui, en fait, on ne pourra pas nous dire que Bouteflika a gagné avec 92% des voix. Et deuxième chose que je voulais dire, en fait, c'est par rapport au plan B de l'État, en fait. Je sais pas si vous suivez un peu Algérie Part. Il y a un journaliste qui travaille dedans qui s'appelle Abdou Semar. Oui, je connais Abdou Semar. En fait, il disait qu'en fait, il voulait modifier la constitution pour ajouter en fait le statut de vice-président. Donc, au cas où le président décéderait, il y a quelqu'un qui prendrait sa place en fait. Et voilà. Qui veut répondre là-dessus sur Non, mais en soi, cette proposition d'avoir un vice-président, c'est pas complètement stupide parce que hormis la maladie, il peut se passer beaucoup de choses dans un mandat et donc du coup. Une mort prématurée, par exemple. Oui. Bon, moi j'ai rien contre, mais. Voilà, vous mettez les casques trop fort les gars là, faut baisser. Merci Walid en tout cas pour votre appel en tout cas et à très très bientôt du côté de la Seine-et-Marne bien sûr pour bien sûr vous exprimer sur ce sujet, répondre à cette question. C'est bon, vous avez baissé les casques? Vous m'avez tué mon tapant là, je vous le dis tout de suite. Ah ouais, non mais c'est bon les gars. Demain je suis sourd à cause de vous. Les aléas du direct. Alors nous sommes en ligne en direct de Constantine, messieurs dames, avec avec Linda Nasser. Bonsoir Linda. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors vous êtes journaliste à Radio Constantine. D'abord, avant toute chose, quelle est la situation à l'heure actuelle du côté de Constantine? On a vu d'ailleurs beaucoup d'images où il y avait beaucoup de monde dans les rues aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la communauté estudiantine qui a décidé de se rassembler à travers toutes les facultés de l'Algérie, c'est-à-dire à travers tout le pays, et pour dire non au 5e mandat. Donc ça s'est passé un peu partout, dans toutes les wilayas, pratiquement dans les 48 wilayas du pays, Constantine, Alger, Annaba, Oran, Ouergla dans le sud, de l'extrême ouest à l'extrême est, et donc c'était plutôt réussi. Alors Linda, vous, à titre personnel, vous avez été arrêtée hier. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Pourquoi? Alors hier, c'était une journée on a décidé, Moatana, moi je suis d'abord membre de Moatana, Constantine,
Et donc, nous avons appelé à un rassemblement hier, 24 février 2019, pour dire justement non au 5e mandat. Donc, à notre arrivée sur les lieux du rassemblement, nous avons été une quinzaine de personnes, moi-même et une quinzaine de personnes, nous avons été arrêtés, y compris le coordinateur de Wilaya du mouvement Mouatana. Et donc, conduit au commissariat, on a été gardé au commissariat pendant plus de 8 heures, donc toute la journée. Ensuite, à partir de 19 heures, ils nous ont relâchés. Et la même situation a été vécue par les militants de Mouatana à Alger, Batna aussi, Batna et Naba également. D'accord. Alors Ouattana, c'est un groupe, enfin c'est un qu'est-ce que Ouattana exactement? Un groupe citoyen. Ouattana, Un mouvement, Oui. c'est un mouvement citoyen. Non politique, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen qui est constitué de certains partis politiques, effectivement, mais ça reste quand même un mouvement citoyen, c'est-à-dire que tous les citoyens peuvent y adhérer. D'accord. Effectivement, vous avez fait appel, votre mouvement, donc le 24 février. Il y avait quand même moins de monde dans les rues que, par exemple, vendredi dernier. Pardon ? Il y avait moins de monde lors de votre appel de votre mouvement le 24 février que vendredi dernier où c'était une foule massive. Oui. Il y avait moins de monde parce que vendredi dernier c'était un appel. Comment vous l'expliquez ça? Comment vous l'expliquez, Linda? Aujourd'hui, les citoyens, les Algériens en général, ont du mal un petit peu à croire ou à faire confiance aux partis politiques. Et donc, ils ne répondent favorablement qu'aux appels citoyens. C'est plutôt bon signe, ça. Voilà, donc quand il s'agit d'un appel qui vient d'un parti politique ou d'un mouvement qu'ils disent politique, les gens, ils ont un petit peu peur et ils ont peur aussi de la récupération parce que ça se passe toujours comme ça. Il y a des partis politiques qui récupèrent les mouvements citoyens à leur compte et qu'ils utilisent aussi comme tremplin pour arriver à leurs intérêts. Donc ça a été la même. Quel est le traitement, pardon Linda, quel est le traitement de Radio Constantine sur ces manifestations? Parce qu'on voit qu'il y a eu un siège devant la radio publique algérienne pour dénoncer justement ce traitement médiatique qui est fait. Radio Constantine Sarbacane, c'est une radio privée. D'accord. Je viens de préciser, c'est une radio web qui a été, je rappelle, le matériel a été saisi au mois de novembre. Son directeur a été mis en prison. Il a été placé en détention préventive pendant 2 mois, pratiquement, parce que justement, il a adhéré au mouvement Mouatana, parce qu'il a dit clairement qu'il était contre le 5e mandat. Aujourd'hui, Radio Constantine Sarbacane, elle reste toujours sur sa ligne éditoriale, elle ne va pas changer. On est toujours sur la même longueur d'onde que les radios privées. Maintenant, la radio nationale algérienne, c'est une radio, c'est une entreprise étatique publique. Et aujourd'hui, le fait que les journalistes soient sortis pour dénoncer justement la complicité et la censure qui a été pratiquée sur les événements actuels en Algérie, a fait que ces journalistes ont décidé de dire non aujourd'hui. Gamal, tu connais Radio Constantine? Oui, je connais Radio Sarbacane. J'ai déjà fait une émission chez eux en réponse à une intervention d'Alain Soral à l'époque. Ah oui. Et le directeur de la radio m'a appelé pour dire que je pouvais faire un droit de réponse. On a fait une émission qui a duré, je crois, 1h30 avec Shafia Montelecheta, la députée du nord des Algériens de l'étranger. Ah oui, la fameuse. Oui, voilà, absolument. Et c'était intéressant, mais bon, c'est une petite radio sympa, hein, ils se débrouillent très bien. Oui, bon, écoutez, merci beaucoup Linda. Donc vous nous dites cet après-midi, il y a du monde dans la rue, les étudiants les étudiants et lycéens sont sortis en masse cet après-midi et ça se passe bien. Oui, en masse. Ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Très bien, il y a aucun, ça se passe très bien, il n'y a aucun affrontement, ça se passe très très bien. Est-ce que vous me confirmez? Il n'y a pas d'échauffourée, rien du tout. Pardon? Est-ce que vous confirmez mon information que j'ai eue, donc je ne révélerai pas ma source, qui est la suivante? Apparemment, l'armée aurait demandé à la police de ne pas tirer sur la foule, de ne pas envoyer des grenades lacrymogènes. Non, en fait, en ce moment, actuellement, vu les événements,
il y a beaucoup de fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, c'est à prendre avec des pincettes ce genre d'informations. Effectivement, il y a eu un document qui est sorti en disant que la gendarmerie nationale, pas l'armée, la gendarmerie nationale a appelé ces éléments à ne pas utiliser les gaz lacrymogènes contre les manifestants. Or, on ne connaît pas la source de ce document. Et c'est vraiment à prendre avec précaution, ce genre d'informations. Merci beaucoup Linda Nasser, en tout cas d'avoir répondu à nos questions, et on ne manquera pas de vous rappeler pour suivre la situation du côté de Constantine. À très bientôt Linda. Avec plaisir. Et on sera avec un confrère à vous dans quelques minutes, Khaled Draharni, qui serait lui qui est à Alger. Voilà, qui est à Alger et qui suit les manifestations en plein cœur. Et également tout à l'heure avec Amina, Audrey, aide-moi. Oui, ben là je peux pas t'aider parce que moi non plus je l'ai pas retenu. Lacri, Amina Lacri, Voilà. Amina Lacri, que vous connaissez certainement aussi, Linda. Merci beaucoup. Oui. À très bientôt. À vous également. Au revoir. Voilà. Merci Audrey. Quand j'ai besoin de toi, je vois que Non, mais je suis t'es de là. tout cœur. Super. Le cœur est là. Laissez ramer, c'est cool les gars. Bien. Bon, alors voilà la situation pour Constantine. Les gens sont dans la rue, les jeunes sont dans la rue aujourd'hui. D'où la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez donc sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2, et bien entendu, est-ce que cette jeunesse qui est dans la rue aujourd'hui, est-ce qu'elle va être entendue d'après vous? Vous pouvez aussi nous appeler pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000, bien entendu sur France Maghreb 2 en direct dans le grand forum. Alors, qu'est-ce que j'ai un souci. Bon, voilà, c'est bon, c'est parti. Alors, vos appels en direct, bien sûr, en direct, 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr, avec vous, avec nous, en direct, tout au long de cette émission. Messieurs, vraiment, est-ce qu'il est vraiment urgent, Gamal, urgent que le pouvoir en place puisse répondre rapidement pour que ça ne se détériore pas, que ça puisse justement ne pas s'emballer, parce que pour l'heure on peut en tout cas admettre que ça se passe bien et on peut même s'en féliciter, mais est-ce qu'il faut craindre peut-être par la suite que justement si ce peuple n'est pas entendu, on puisse avoir peut-être des choses qu'on n'aimerait pas voir? Les candidatures doivent être validées le 4 mars. Donc c'est un vrai compte à rebours qui est engagé. Est-ce que Bouteflika va présenter sa candidature le 4 mars officiellement? Ça, c'est le Conseil constitutionnel apparemment, il doit déposer le dossier. Le problème effectivement par rapport à la jeunesse, c'est qu'elle est impatiente, elle a raison de l'être. 20% de chômage chez les jeunes, 25%, on sait pas, on n'a pas le chiffre exact. Une grande désillusion, beaucoup d'espoir, déçu. Parce qu'effectivement, Monsieur Bouteflika, qui a fait un travail, quoi qu'il en soit, n'a pas répondu à ses attentes. Et aujourd'hui, quand on commence à serrer un petit peu la vis par rapport à ce qu'ils appellent une crise économique, donc un pétrole moins cher, donc moins de rentrée fiscale, moins de rentrée d'argent par rapport à cette manne, bien l'État fait son travail de gestion de crise et la population n'est pas gérée. C'est un pays dans lequel on s'ennuie profondément et la jeunesse ne pense qu'à une chose, c'est partir. Et c'est ça le plus triste. On parle beaucoup de harak, en arabe signifie les brûleurs, ceux qui veulent partir au risque de leur vie. Et le problème de cette jeunesse, c'est qu'elle aspire à la liberté, pas seulement à du travail, à de la reconnaissance, à de la dignité et de la représentativité. On se rend compte qu'en France, par exemple, avec la crise des gilets jaunes, on utilise beaucoup de moyens de force de répression. En Algérie, ils ont une intelligence pour une fois de pas utiliser les gaz lacrymogènes. Il n'y a pas d'affrontement direct avec la police. Il y a quand même une certaine courtoisie, mais ça peut ne pas durer parce que quand on n'est pas entendu par l'autorité, nécessairement on finit par la violence. Oui, Philippe, on t'a pas beaucoup entendu là-dessus, mon cher Philippe. Vous voulez vraiment m'attirer des problèmes? Non, je plaisante. Non, je plaisante. Non, mais je déconne. Moi, je suis un homme libre et j'ai aucune concomitance avec le gouvernement dirigeant. Je l'ai dit que je voulais pas faire d'ingérence, mais moi, je suis d'originaire d'Algérie. J'ai ma famille qui habite là-bas. Je voudrais rajouter que la jeunesse demande aussi un petit peu plus de liberté et de vivre d'une façon moins pesante avec le poids de la coutume et de la culture. Oui, à l'européenne, à l'occidentale. À l'occidentale ou à l'européenne, évidemment. Non, mais je pense que elle souffre et elle souffre aussi de ne pas pouvoir
se balader comme elle veut, de ne pas. Il y a un tel rapport entre les fils d'eux qui ont des clubs privés, des plages privées où où les excès sont énormes, et d'autres qui sont à la marge, à qui on propose rien et aucune autre solution. Je crois que maintenant il est temps à eux de décider, de faire leur mouvement, leur parti. Enfin, on ne peut pas non plus. Tu sais, moi, excuse-moi. Vraiment, lorsqu'on est dans la critique sans pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, ça ne sert à rien, parce que les autres de toute façon vont décider à ta place. Moi, j'entends plus d'une fois, on n'a pas prévu l'après Bouteflika. Qui a pas prévu? Enfin, qui est les responsables? Il y a des gens qui sont en face, qui veulent conserver le pouvoir ou leurs privilèges, et puis il y a d'autres qui laissent faire. Donc à eux maintenant de se lever, de crier pacifiquement. J'invite moi les autorités à ne pas reproduire ce que les autorités françaises, qui sont grandes donneurs de leçons, ont fait à nos compatriotes sur les ronds-points et dans les manifestations, et à être constructive et à proposer quelque chose. Mais ça fait court quand même le 4 mars. Bon, allez. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Le coup de cœur d'Audrey Pronosti aujourd'hui, c'est une musique, on va reparler évidemment de l'Algérie avec Khaled Drarouni dans un instant sur France Maghreb 2, journaliste indépendant qui sera avec nous et en direct d'Alger en pleine manifestation. Audrey, pourquoi souhaites-tu nous faire écouter un titre de Sniper? Oui, alors bon, déjà, hormis le fait que c'est un groupe de rap que j'affectionne particulièrement, clairement, vu le contexte qu'on connaît notamment en France, avec les gilets jaunes, et puis bon, avec ce qui se passe en ce moment aussi, donc avec l'Algérie, donc le soulèvement de la population, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé il y a 8 ans, le printemps arabe, et justement, ce morceau parle du soulèvement du printemps arabe, et le texte est vraiment très 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 poignant. Donc tout à l'heure j'étais en train d'écrire, j'ai fait une petite pause, c'est un morceau que j'écoute régulièrement, qui vraiment me touche particulièrement, donc voilà, j'avais envie de vous faire partager. À écouter dans un instant, juste après la pub, Sniper, donc le coup de cœur musical de Audrey Pronosti, à suivre aussi Khaled Drarouni, donc en direct d'Alger, et Philippe Bouriachi pour son premier avis tranché. Ça y est, il se jette dans l'eau du bain. Et puis on sera aussi en direct avec Amina Lakri, ancienne journaliste qui suit également de très près en direct d'Alger pour nous tout à l'heure. Restez bien avec nous, le zapping aussi, les infos zappées. Ah, dans les infos zappées, j'ai du lourd. Hein. Ah oui, il y a une élue LR de Moissy-Cramayel là qui s'est mis dans une merde, les gars. Et on vous expliquera. Ah oui, c'est extraordinaire, absolument. Et puis on parlera de Décathlon dans le zapping. Décathlon avec le hijab de Décathlon qui crée la polémique à tel point que dans les plateaux radio-télé ce matin, les hommes et femmes politiques étaient obligés de s'exprimer là-dessus. À tout de suite, restez bien avec nous, c'est le LGF, la seule et unique émission de liberté d'expression jusque 18h, et le grand débat à ne pas louper tout à l'heure, et vos propositions que nous attendons d'ores et déjà. Le coup de cœur de Audrey Pronosti à l'instant sur France Maghreb 2, c'était donc Sniper. Belle chanson, ma chère Audrey, que tu nous as choisi de nous faire écouter aujourd'hui. Merci. Voilà, j'espère que vous avez tous apprécié en tout cas vos appels en direct au 01 40 33 9000 évidemment pour répondre à cette question. Pensez-vous que cette jeunesse ainsi dans la rue va être entendue d'après vous? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez. On en a évidemment parlé avec Gamal Labina qui est avec nous, avec Philippe Bouriachi, avec Audrey Pronosti. Philippe Bouriachi qui nous prépare son avis tranché tout à l'heure. C'est le titre... La ville et la campagne. La ville et la campagne, donc petit voyage donc entre la ville et la campagne. Et puis Audrey Pronosti qui nous prépare elle un avis tranché sur Douce France. C'est le titre de son avis tranché tout à l'heure. Exact. On verra tout à l'heure. Gamal, il va falloir t'y mettre mon vieux. Hein. Sur les avis tranchés. Ah bah oui, hein. Avec plaisir. Ah oui, t'as certainement des choses à nous dire. Ouais. Alors on sait, messieurs dames, que le président Abdelaziz Bouteflika est fait assez rare quand même. Ça a été communiqué par la présidence algérienne. Est parti pour y subir des examens médicaux en Suisse à Genève. Est-ce que on peut imaginer une sortie de crise justement suite à ce séjour en Suisse, Gamal? Le problème de son séjour en Suisse, c'est que c'est pas des examens médicaux, il est soigné, hein, tout simplement. Et je suis pas certain que ce soit lui qui prononcera la sortie de crise, puisque depuis à peu près 4-5 ans, on lit des communiqués pour lui. Donc ce sera l'équipe gouvernementale qui va certainement faire le travail. Et ce qui peut arriver de mieux à ce système de gouvernance, c'est qu'il présente un candidat un peu plus frais et qui soit un peu plus consensuel.
Ça va être compliqué à trouver. Ah, mais c'est ça le problème. Oui, le consensus en Algérie est difficile, quoi qu'il arrive. Ouais. Et c'est la question qui se pose, c'est quoi? C'est savoir est-ce que oui ou non, les autorités algériennes vont prendre la mesure du mal qui touche la jeunesse algérienne aujourd'hui. C'est ça la question qu'on doit se poser. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout un tas de choses sur un plan infrastructurel, mais ils n'ont pas pensé à la jeunesse. Et vont-ils prendre conscience du fait qu'ils n'ont pas ces craintes que tu as évoquées tout à l'heure, justement parce qu'ils sont jeunes et qu'ils sont pas influencés par ces peurs, comme tu disais, les décennies noires et donc clairement voilà, s'ils doivent y aller, ils iront. Alors je dis pas que là on parle quand même de manifestations pacifiques, on le rappelle, mais ils ne le sont pas sous le joug vraiment de la crainte soit de l'armée, soit de la police, puisque clairement pour l'instant ça se passe bien, et souhaitons que ça le reste. C'est clair. On est bien d'accord. Il suffit d'une étincelle pour que ça parte. Hein. Donc Gamal, si je traduis ce que tu viens de dire, en gros, il va en Suisse, et certains préparent le plan B. Entre les lignes, hein. Je vais être méchant. Vas-y. Ils viennent pratiquement de boucler, après 10 ans de marathon, la fameuse grande mosquée d'Alger, qui, à mon sens, ils attendaient que cette mosquée soit finie pour que Bouteflika puisse l'inaugurer dans la mesure du possible. Elle portera son nom d'ailleurs. Et que, voilà, absolument, et que ça devienne son tombeau. Donc ça, c'est un peu dommage parce qu'on a vraiment le sentiment de voir une sorte de pharaon. Une sorte de sanctuarisation du personnage. Pas seulement, non, ça fait longtemps que c'est fait. Il est pratiquement idolâtré. Oui, c'est vrai que ça fait déjà Ils en ont fait un héros sauveur de l'Algérie. Par exemple, la question de la concorde civile, qui était non pas son idée, mais celle de Zerouel, qui était son prédécesseur. Il l'a récupéré, tant mieux. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est lui qui a ramené la paix civile. Ensuite, il a bénéficié d'une rente pétrolière extraordinaire, des 1000 milliards de dépenses pour des infrastructures. Il y a eu beaucoup de gâchis, il y a eu beaucoup de détournements, de corruption. Le problème en Algérie aujourd'hui, c'est qu'il ne lâche pas la bride au secteur privé. Il ne laisse pas, comme Cévital par exemple, des groupes privés émerger. Parce qu'il y a une vraie peur qui est traditionnelle, qui est liée à une culture de contrôle étatique qui ressemble à du communisme pur et dur, de gens qui ne veulent pas que le privé puisse émerger. On a entendu des paroles malheureuses type on ne veut pas, par exemple, en Algérie, d'un tycoon. Ils veulent pas d'un ou de 10 Bill Gates, qui est catastrophique. Donc toutes ces questions-là, elles se posent et les jeunes entendent ça. Ils disent comment se fait-il que l'Algérie refuse parce que c'est leur modèle. Rebrab, maintenant aujourd'hui, le président de Cévital, c'est un modèle. Et on se dit comment se fait-il que l'Algérie refuse de voir des hommes comme ceux-là qui aiment leur pays, parce que c'est une question d'amour du pays. Comment se fait-il qu'on refuse à ces gens-là de pouvoir émerger? Alors, on part de nouveau à Alger si vous le voulez bien, et on est avec Amina Lakri. Bonsoir Amina. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue en direct sur France Maghreb 2. Quelle est la situation à l'heure où nous parlons à Alger, la capitale, sur ces étudiants et lycéens qui sont sortis dans les rues aujourd'hui? Oui, Christophe. Alors, ce sont des marées humaines d'étudiants qui se sont donné rendez-vous aujourd'hui, mardi 26 février, au niveau de pratiquement l'ensemble des universités du pays, pour scander un seul et unique message, non au 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Alors, au niveau d'Alger, nous avons assisté à des sit-ins dans pratiquement toutes les universités, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment à la fac centrale d'Alger, l'université des sciences et de la technologie, à la faculté de médecine, pour ne citer que celle-là. Même scénario au niveau régional, où des actions de protestation absolument extraordinaires se sont déroulées pour la première fois. Nous avons vu des étudiants portant un cercueil drapé de l'emblème national, avec le cadre du président dessus. Les étudiants en question stimulaient des funérailles et scandaient paix à son âme et que la terre lui soit légère. C'est à la fois très symbolique et très fort, en même titre que le ras-le-bol que la jeunesse algérienne vit depuis des années. Amina, la question qu'on pose aujourd'hui aux auditrices, aux auditeurs de France Maghreb 2, et par conséquent on vous la pose aussi, pensez-vous que cette jeunesse, qui est quand même très importante en Algérie, va être entendue? Est-ce qu'elle va être entendue d'après vous, Amina? Alors, certainement, la rue algérienne, bon, la population algérienne, c'est 43 millions d'Algériens, d'accord? Donc la majorité sont des jeunes. Donc oui, alors une mobilisation de cette envergure-là, en fait, ne peut que donner des fruits dans les prochains jours. Hein. Donc ça semble vraiment inéluctable et la machine est lancée, ça semble irrévocable, rien ne semble pouvoir l'arrêter et donc la fin semble inéluctable. Quel est le comportement de la police face aux manifestants, Amina Lakri? Oui, alors justement, c'est un point extrêmement important auquel vous touchez. C'est en fait jusqu'au jour d'aujourd'hui et à la surprise générale,
globalement, toutes les manifestations se sont déroulées pacifiquement. La rue algérienne fait preuve d'un grand sens civique, de grande maturité, et les forces de l'ordre de même. Bon, il y a eu des cas isolés où les autorités, les forces locales, les forces de l'ordre, ont usé entre autres de gaz lacrymogène, mais rien d'important, rien de bien sérieux. D'accord. Donc voilà, l'Algérie est en train de... Oui. Non, je disais, donc pour l'instant, tout se passe de manière pacifique et on a l'impression que la police observe, encadre, plutôt qu'elle réprime. Absolument, tout à fait. Donc c'est à signaler. Comme je dis, à la surprise générale, excusez-moi, parce que en fait tout le monde avait peur, on avait très très peur qu'il y ait des violences, voire des bains de sang, des scènes de violence, mais à la surprise générale, rien de tout cela ne s'est produit jusqu'à l'heure. Et nous espérons vivement que les manifestations se poursuivent dans ce même climat serein. Dernière question, Amina Lakri, est-ce que vous constatez, au vu de ce que vous avez vu au travers de ces manifestations, qu'il y a une maturité du peuple algérien qui est incontestable aujourd'hui? Absolument. Bien que, on lit sur les pancartes, il y a différents slogans, le même message. Non, 5e mandat, pouvoir assassin, les étudiants s'engagent, le système dégage. Il y a un message qui a particulièrement interpellé tout le monde, c'est Ouyahia, le peuple n'est pas heureux. Ce dernier message vient en réponse. Une réponse claire à une déclaration que le Premier ministre avait faite au micro de la chaîne de France 24, et selon laquelle le peuple algérien était très heureux de la présentation de Bouteflika aux prochaines élections. C'est une déclaration qui a vraiment mis le peuple algérien dans une colère noire et à laquelle les Algériens sortent pacifiquement pour répondre au Premier ministre, pour dire stop, le peuple algérien n'est pas heureux et il faut absolument que la situation change. Il avait fait une autre déclaration, d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure, dans laquelle il disait les Algériens vont bien puisqu'ils mangent des yaourts. Voilà. Oui. On s'en souvient tous. En tout cas, merci beaucoup Amina. C'est ridicule, hein. Oui. Oui, bah évidemment. Et puis Abdelmalek Sellal aussi, qui tant bien que mal essaye d'aller faire campagne pour le président, mais alors lui hier, il a eu un peu moins de chance dans le sud. Il s'est fait purement et simplement dégager, on peut le dire. Voilà, par la population, en l'occurrence. Tout à fait. Amina, on reste en contact parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de vos voix, de nous traduire ce qu'il se passe réellement là-bas. Donc on reste en contact, ma chère Amina. Et merci en tout cas d'être intervenu en direct sur France Maghreb 2 cet après-midi. Très bien, merci Christophe. Au revoir, merci beaucoup Amina Lakri. On sera tout à l'heure aussi avec un autre journaliste qui est lui sur place et en pleine manif. Du coup il m'a dit, rappelle-moi dans un petit quart d'heure, une véritable marée humaine, hein, c'est ce qu'il faut retenir cet après-midi. C'est ce que nous dit Amina qui est à Alger, une véritable marée humaine d'étudiants et de lycéens dans les rues d'Alger et des grandes villes algériennes cet après-midi. Elle appelle donc des étudiants et des lycéens. Nassima est avec nous au standard. Bonsoir Nassima. Oui, bonsoir. Bonsoir Nassima. Bienvenue. Vous nous appelez d'où Nassima? Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand. Alors quel est votre avis un petit peu sur cette situation algérienne, Nassima? Déjà touche mon chapeau aux Algériens qui vont réussir à sortir dans la rue. Parlez bien devant le téléphone afin qu'on puisse bien vous entendre. Oui, donc je disais que mon chapeau bien bas pour les Algériens qui vont réussir à sortir dans la rue. C'est pas facile, il y a eu des craintes, c'est sûr. On a vécu les années 90, on sait très bien ce que c'est. Donc les policiers ont joué le jeu aussi. Donc les policiers ont respecté les manifestations, c'est bien aussi. Donc moi, mon seul espoir, c'est que ça finisse pas. Malheureusement, j'ai des craintes. Hein, j'ai toute ma famille là-bas, je viens de là-bas. J'ai juste des craintes que ça finisse comme en boucherie. Je vois ce qui se passe en Syrie, je vois ce qui se passe en Libye, je vois ce qui se passe de partout. J'espérais que le pouvoir entendra. Nassima, attendez là-dessus justement, je vais poser la question à Gamal, Philippe et Audrey. Est-ce qu'il faut avoir des craintes Gamal par exemple, est-ce qu'il faut avoir des craintes de scénarios type à la Syrie ou pas? Je pense pas, vraiment pas. Non. Le scénario syrien, c'est un scénario qui était international, pas seulement syrien. Il y a eu effectivement une répression des barrages. Après, il y a une amplification du phénomène avec tous les pays frontaliers. Mais la crainte, on doit l'avoir. La répression. Oui, la répression, c'est bien ça. On parle bien de répression de gens qui manifestaient pacifiquement pendant 2 mois. C'est ça. Le problème de cette crainte, elle a été entretenue de façon obsessionnelle par le pouvoir en disant quoi? En disant,
si vous manifestez, regardez ce qui se passe en Libye, en Syrie. C'est une méthode qui était assez d'ailleurs, ils ont joué leur va-tout. C'est une méthode qui est quand même malhonnête parce qu'ils savent très bien que la société algérienne est devenue mûre, preuve en est, il n'y a pas de bagarre. Ouais. Ils savent surtout, ils le comprennent, que c'est fort de café de présenter un cadre aujourd'hui dans une élection présidentielle. Je parle d'une photo dans un cadre. C'est fort de café de savoir que Monsieur Medelsi, qui est mort le 28 janvier, est mort les pieds devant, ministre à 76 ans. Je veux dire, la plupart des dirigeants algériens aujourd'hui qui partent du pouvoir partent quasiment dans une tombe. C'est des éléphants, hein. Mais c'est horrible. Et surtout de se dire qu'ils ont tous plus de 60, 70 ans, 80 ans. Il était président du Conseil constitutionnel. Absolument, oui, c'est quelqu'un qui comptait. Mais c'est plus possible. Il faut partir au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il y a une retraite qui doit être prononcée de gré ou de force, mais il faut qu'ils arrêtent. Par contre, excusez-moi, je vais vous couper. Juste pour dire, on sait très bien que depuis des années, c'est pas Bouteflika qui commande, hein. C'est juste là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça fait des années qu'on sait que c'est pas Bouteflika qui commande, qu'il y a une mafia derrière. On en est conscient. Après Bouteflika, moi je tire pas sur Bouteflika. Moi je sais très bien, j'y étais dans les années où il est arrivé en Algérie. C'était la lueur d'espoir à ce moment-là. Il a fait Qanun al-Rahma qui a sorti tout le monde de la misère. Parce qu'il faut, peut-être qu'il y en a qui étaient contre, certes, mais moi j'ai dans ma famille des deux bords. Les gens s'entretuaient entre eux. Donc fallait voir ce que c'était, des familles déchirées. Qanun al-Rahma a été instauré. Bouteflika a quand même réussi, lui et bien sûr toute sa bande, ont réussi à sortir de l'Algérie qui était quand même en faillite par rapport au FMI. Donc je ne tire pas sur Bouteflika, mais les temps qui partent, mais c'est pas lui qui commande maintenant, on sait très bien. C'est juste là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais le vase il est plein depuis longtemps, et les gens ils en ont marre. J'en reviens encore c'était de l'Algérie, c'est la misère. J'habite dans la frontière entre le Maroc et l'Algérie, à Marmilla. Hein. Ouais. Donc du coup, autant vous dire que ils ont coupé la contrebande de l'essence. C'est très bien parce que c'était galère de faire 100 km pour aller chercher une goutte d'essence. Donc c'est très bien, ils ont coupé ça. Nassima, c'est que derrière, ils ont rien mis pour aider ce peuple à en sortir. Philippe Bouriachi. Ouais, Nassima, j'ai bien entendu tout cela. Moi, je pense qu'on doit quand même être hyper vigilant. Et si les jeunes actuellement qui manifestent ou les manifestants ne verrouillent pas en termes de sécurité d'éléments externes qui pourraient venir, parce que là, on sent quand même un climat un petit peu tendu, même si c'est bon enfant. Il suffirait qu'il y ait de part et d'autre une petite allumette, et là, on se retrouve dans un scénario de catastrophe. Philippe, mais on est bien. C'est ça. Moi, j'ai peur de cette catastrophe. On n'a aucun intérêt, justement, à ce que ça explose, parce que encore une fois, je reviens sur cet aspect-là sur les réseaux sociaux, parce que on n'est pas dans les années où les informations pouvaient être plus ou moins étouffées. Là, ça va se savoir tout de suite. Oui, avec les réseaux sociaux, tu veux dire. Ouais, mais ils arrivent quand même à couper des fois Internet. Le gouvernement n'a aucun intérêt à ce que ça explose. Et puis bon, de toute façon, n'ayant pas trouvé encore de solution, voilà. Après, évidemment, en tous les cas, moi, je tire chapeau bas aux Algériens. Ils ont absolument. Vous avez raison, Nassima. Franchement, ça, il faut le faire parce que c'est vraiment pas facile de réussir à sortir. Après, j'espère que le pouvoir va prendre en considération les demandes et que les policiers vont rester vraiment très zen, parce que les policiers, je leur tire le manche. Absolument. Merci beaucoup, Nassima de Clermont-Ferrand. On a aussi Samir qui nous appelle du 16e à Paris. Salut Samir. Oui, allô, bonjour. Bonjour Samir. Alors rapidement, bonjour, Samir, allez-y. Oui, allô. Oui, bonjour, allez-y, on vous écoute, Samir. Ouais, moi je voudrais vous dire, juste en parlant de Bouteflika, moi je voudrais vous dire que Bouteflika il a jamais eu le pouvoir en Algérie. Il n'a jamais eu. L'Algérie, elle était toujours entre les mains des généraux, des anciens caporaux de l'armée française, comme tout le monde savait en Algérie. Qu'aujourd'hui l'Algérie, l'armée algérienne, elle a des problèmes, elle a des comptes à rendre avec son peuple. Avec les généraux là, ils ont des comptes à rendre, ils ont fait des massacres. Ils ont fait le massacre de Bentalha, ils ont tué pendant la Roche, ils ont tué leur peuple. C'est une armée terroriste. Elle est gérée par des terroristes. Aujourd'hui, les généraux là, ils ont un problème avec leur peuple. Ils savaient que tout le monde il va en prison. Pourquoi aujourd'hui ils veulent pas lâcher le pouvoir? Ils savaient que demain ils auront des problèmes avec la justice algérienne. Si gens là pour les débarrasser, il faut obliger de prendre les armes. Ouais, Samir. Non, ça c'est un appel à la violence que l'on cautionne absolument pas, Samir. Et vous voyez, avec ce genre d'appel, on peut être que inquiet en vous écoutant, Samir. Le peuple algérien vous a donné tort, parce que le peuple algérien aujourd'hui est dans la rue. Il est dans la rue de manière pacifique, calme. Il a été patient, et aujourd'hui il n'a pas envie justement, et tout à l'heure on en parlait avec notre invité, de récupération et d'appel de mouvements d'opposition qui n'existent pas. On peut parler de cette opposition qui est complètement absente, Gamal, en Algérie. Et vraiment, voilà, vous avez ce type d'appel
que les Algériens ne veulent pas entendre, auxquels ils ne répondront pas, parce que le peuple algérien est un peuple mature et aujourd'hui il sait pourquoi il est dans la rue. Il est dans la rue pour demander non au 5e mandat. N'allez pas rajouter des demandes qu'on n'a pas entendues dans les rues. Gamal. Non, bien sûr, évidemment, les appels à la violence sont absolument condamnables. Je les réfute. On a eu 200 000 morts, c'est bon. C'est bon, ça va. Le printemps arabe, il a commencé en Algérie, on rappelle quand même. En 88, absolument. Le 5 octobre, on se souvient ce qui s'est passé. Plus de 500 morts dans la rue à Alger, c'est bon. La seconde chose aussi, c'est il a fait référence aux généraux. Il a raison qu'il y a eu des généraux qui ont été des criminels. Ben Talha, je connais cette histoire. Mais il oublie que ces généraux qui ont été certainement aux commandes de la répression des années 80-90, enfin 90-2000 plutôt, ne sont plus aux commandes aujourd'hui. C'est une nouvelle génération qui est arrivée au pouvoir. Enfin, au pouvoir de l'armée, et cette nouvelle génération n'a rien à voir avec cette ancienne génération. Le dernier qui était encore, la plupart sont morts à la retraite, bref, ils ont été écartés par Bouteflika, et pour le coup, ça a ramené un petit peu de calme. Aujourd'hui, c'est pas une question de généraux et de répression de l'armée, c'est une question de pouvoir politique et de pouvoir économique qui sont imbriqués les uns et les autres. Ouais. Donc c'est vraiment une question de clientélisme. On n'est plus dans un rapport militaire. Militaire. C'est plus les militaires qui font la loi aujourd'hui en Algérie. Bon, alors, on va en reparler dans un instant avec notre invité depuis Alger qui suit et qui est en plein cœur des manifestations. Un deuxième coup de cœur dans ce LGF, il est signé Philippe Boriachi. France Maghreb 2, le coup de cœur. Et Philippe, tu nous emmènes à Orly parce qu'il y a un événement ce vendredi 1er mars avec Cher Sidi Bémol. C'est ça, un conte musical, un conte berbère antique. C'est une tradition, en tout cas dans les pays du Maghreb, où la transmission, d'ailleurs, je crois que c'est même international, la transmission se faisait de manière orale et de manière assez ludique. Donc c'est un conte. Je vous invite à y aller nombreux et nombreux. Il y a 2 séances. C'est au Centre culturel Louis Aragon, 1 place du fer à cheval à Orly. Vous pouvez vous y rendre en bus 183. Il y a un arrêt à cet endroit. C'est le RERC. Alors il y a 2 séances, une à 14h30 et une à 20h30. Faut vraiment y aller en famille. Vous allez apprendre, découvrir. Je voudrais remercier monsieur Azdin Zogbi, qui est le père de beaucoup d'Orlysiens, et son association Passerelle Orly Sud, parce que beaucoup de compagnies du Maghreb et d'Afrique atterrissent à Orly, et ce pont entre nos 2 continents, entre nos 2 rives, il a un sens réel dans cette ville. Donc il n'y a pas qu'un aéroport. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus, vraiment pour vous susciter le goût d'y aller. On reste dans des chants berbères antiques. Moi, je ne vais pas comprendre le berbère, mais je vais, parce que je ne connais pas cette langue. Ça y est, bravo. Mais vraiment, on vous invite à venir nombreux et nombreuses. Donc, je vous donne un numéro de téléphone si vous avez besoin de faire des réservations. Vas-y, Philippe. C'est le 01 48 90 24 24. 01 48 90 24 24. Les entrées, c'est 5 € et 8 €. 5 € pour les enfants et 8 € pour les adultes. Venez nombreuses et nombreux. On vous attend et on sera à Orly vous accueillir de manière fraternelle, amicale, conviviale, familiale. Direct d'Alger dans un instant avec Khaled Draouni, qui est journaliste indépendant et qui a suivi et qui suit d'ailleurs depuis le début les manifestations. L'habit tranché de notre Audrey Pronosti nationale pour la douce France, c'est le titre de son habit tranché. Le zapping ainsi que les infos zappées et un habit tranché signé Philippe Boriachi, sans oublier le grand débat. Va falloir être sportif, à caler ça dans une demi-heure. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct avec vous jusque 18h comme d'habitude, évidemment avec le plus grand plaisir, avec aujourd'hui pour vous accompagner, pour commenter l'actualité, Audrey Pronosti, que le jingle se taise quand je parle, merci beaucoup. Audrey Pronosti qui est avec nous, Philippe Boriachi également et Gamal j'allais dire Gamal Abdel Nasser. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal, dis donc. Super bon mix. Waouh, dis donc, Gamal Abina. Donc voilà. Non, c'est Audrey qui m'a perturbé en te transformant ton prénom. Mais j'étais sûre, je sais pas pourquoi, je sentais que ça allait me retomber dessus. Ah bah évidemment. Audrey Pronostic qui nous prépare donc son avis tranché dans un instant. La douce France. Oh, ça fait du bien. Alors que l'on apprend, messieurs, tiens, petite réaction. Alexandre Benalla et Vincent Kras ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Super.
C'est mignon. Et il y a quoi dans le contrôle judiciaire? Ils peuvent se reparler maintenant ou pas? Oui. Ça se passe comment? Non, alors peut-être que tu fais référence à ce dont on a appris effectivement lors de leur jugement la semaine dernière. Ils se sont retrouvés dans la même pièce. Alors moi j'ai un scoop pour vous et du coup je compte vraiment sur tes auditeurs pour garder ça secret. Le réalisateur et le producteur de Game of Thrones pensent faire une série sur Benalla. Non. Parce que non mais attends, sincèrement, les types ils se retrouvent auditionnés par 3 magistrats. D'accord? Parce que ils n'ont pas respecté le contrôle judiciaire qui les interdisait de se parler, de se voir. D'accord? Donc ils se retrouvent au tribunal, et ils sont auditionnés par 3 magistrats. C'est pas rien quand même. Et pendant 1 heure, on les met tous les deux dans le même box. Pardon de te couper, mais on repart si vous le voulez bien du côté d'Alger pour quelqu'un qui est au fait de ce qui se passe depuis le début de ce soulèvement qui est à constater en Algérie. C'est un journaliste indépendant, monsieur Khaled Drarouni. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue en direct sur France Maghreb 2. Je disais que vous êtes au fait parce que très suivi aussi sur les réseaux sociaux et vous relatez régulièrement via des vidéos, via des images, des photos, donc sur Twitter principalement, où vous êtes extrêmement suivi. Quelle est la situation cet après-midi de cet appel à descendre dans les rues de la part des étudiants et des lycéens, Khaled? Alors, c'était une grande mobilisation des étudiants aujourd'hui. Le matin, j'étais devant la fac centrale à Alger. Ils étaient moins de 200. Ils étaient bloqués à l'intérieur de l'université. Donc la police maîtrisait parfaitement la situation. Mais il faut savoir qu'au même moment, ils étaient des milliers d'étudiants à sortir un peu partout dans les universités, dans les 4 coins du pays. Mais quand je vous parle du cas d'Alger, les petites centaines d'étudiants qui étaient clairsemés le matin se sont transformés en véritable marée humaine en milieu d'après-midi, ici même au centre-ville. Ils étaient des milliers parce que les lycéens, en fait, ont rejoint les étudiants. Ils ont remonté l'artère principale du centre-ville. Et c'est vers 16h que les premiers affrontements assez violents ont commencé avec les forces de l'ordre. Donc vous nous confirmez qu'il y a eu des affrontements cet après-midi avec les forces de l'ordre à Alger? Absolument. Aux environs de 16h, la police anti-émeute a bloqué le haut de la rue Didouche Mourad, qui est l'artère principale d'Alger, pour empêcher les étudiants de monter plus haut vers la ville et peut-être atteindre la présidence de la République face au mur de policiers qui est resté infranchissable. Des jeunes étudiants ou des personnes qui participaient aux manifestations commençaient à tirer des pierres et la police a riposté avec des bombes lacrymogènes. Il y a eu 1 ou 2 blessés légers, quelques interpellations. Pourtant, jusqu'alors, Monsieur Drarouni, tout se passait de manière assez pacifique. On l'a vu, cette marée humaine vendredi dernier, un appel qui est parti des réseaux sociaux d'ailleurs, qui avait réuni à peu près, on estime à peu près à 100 000 personnes dans les rues d'Alger vendredi dernier. Ça s'est passé de manière pacifique, vous nous le confirmez? Je vous confirme d'abord que vendredi prochain, il y aura beaucoup plus de monde que vendredi dernier. Tout le monde prévoit ça, y compris les forces de l'ordre. Comme vous venez de le dire, vendredi dernier, il y avait minimum 100 000 personnes. On s'attend à des centaines de milliers de personnes vendredi à Alger et dans toutes les villes du pays. C'est pour vous dire à quel point les forces de l'ordre sont sur les dents en prévision de ce vendredi. Et pour parler du caractère pacifique des manifestations, comme vous venez de le dire, il faut préciser que les manifestations sont pacifiques dans la majorité des cas. La manifestation d'aujourd'hui l'était aussi à part quelques heures et affrontements parce que la police a empêché les jeunes d'accéder à la ville du côté d'en haut. Mais dans la plupart des cas, les manifestations sont très pacifiques et les manifestants ont ce sens civique. Ils savent très bien que leur slogan et que leur démonstration doit rester pacifique pour rester crédible. Monsieur Khaled Drarouni en direct d'Alger, quels sont justement ces fameux slogans que l'on peut voir, entendre, ces chansons que reprennent en chœur toute cette foule? Alors pour que vous compreniez très bien, il y a beaucoup de slogans, beaucoup de chansons, mais il y a un seul et unique mot d'ordre: non au 5e mandat. Il n'y a pas de revendication sociale, ni de revendication politique, ni des appels à la fin du système, ni rien de tout cela. Un seul mot d'ordre, pas de 5e mandat. Les slogans sont extrêmement hostiles pour le président Bouteflika, pour son frère Saïd Bouteflika et pour le premier ministre Hamdou Yahya.
Algérie, qui il y a quelques semaines seulement était une carte à jouer pour le système, pour une probable succession. Aujourd'hui, cette carte est totalement grillée. Au vu de ce que vous avez comme information, peut-être de ce que vous observez aussi au sein de la rue algérienne qui s'exprime, rappelons-le, de manière pacifique depuis vendredi dernier. Vous nous dites ici même aujourd'hui en direct que les rues d'Alger vont être très occupées vendredi prochain, peut-être beaucoup plus de monde que la semaine dernière. Est-ce que, et c'est la question qu'on pose aux auditrices, aux auditeurs, cette jeunesse qui est majoritaire en Algérie, est-ce qu'elle va être entendue d'après vous, Khaled Raouni? Est-ce qu'elle va être présente vendredi? Est-ce qu'elle va être entendue? Oui, c'est la question qui se pose. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a des tractations au sommet de l'État sur la démarche à suivre. Selon les informations qui sont en notre possession, il y a des divergences entre ceux qui veulent le maintien du statu quo, ça veut dire on maintient la candidature du président, on ne recule pas. Certaines personnes appellent au fléchissement, on cherche, on commence, pour vous dire d'ores et déjà, à chercher un successeur au cas où, mais l'appel de la jeunesse qui a commencé à retentir vendredi dernier avec les grandes manifestations, aujourd'hui avec les étudiants, au moment où je vous parle, cet appel n'a toujours pas été entendu et certains hommes politiques continuent à dire que cet appel n'est pas crédible parce qu'on ne connaît pas les sources des appels aux manifestants. Donc pour le moment, les autorités s'accrochent à cette raison, ils s'accrochent au fait que ces appels soient encore anonymes puisque sur les réseaux sociaux. Monsieur Draouni, une dernière question, vous qui êtes en direct d'Alger, donc qui suivez ces manifestations et cette rue algérienne, est-ce que vous avez constaté, c'est la question qu'on a posée à différents intervenants aux quatre coins du pays en Algérie, est-ce que vous avez constaté une maturité algérienne aujourd'hui? Absolument. La maturité, on l'a vu vendredi dernier. On a tous été, pour vous dire, bluffés par cette maturité. Vendredi dernier, dans les rues d'Alger, il y avait des centaines de milliers de personnes. Ils n'ont pas cassé une vitrine de magasin, ni aucune plaque de signalisation. Ça a été une marche totalement pacifique et on se rend compte que la jeunesse et que les gens qui ont manifesté sont mûrs. Ils sont conscients, ils ne veulent pas de cinquième mandat, ils savent qu'ils ne doivent pas aller dans la récupération. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est un grand oui. Et d'ailleurs, vous faites si bien dire parce que justement dimanche dernier, vous m'arrêtez si je me trompe, à l'appel d'un mouvement citoyen, eh bien, il y a eu beaucoup moins de monde dimanche dernier dans les rues algériennes. Oui, pour une raison simple, que les Algériens ne croient pas beaucoup aux partis politiques. Il faut reconnaître au mouvement Mouatana qui a appelé, en l'occurrence c'est le mouvement Mouatana dont vous parlez, qui a appelé à cette manifestation dimanche, qui est un mouvement crédible d'opposition qui avait appelé à la manifestation de dimanche bien avant vendredi, donc pour ne pas dire que ce mouvement surfe sur la vague de protestation, ça reste quand même des hommes politiques crédibles, mais comme vous venez de le dire, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je pense que les gens ne croient pas beaucoup aujourd'hui à la parole des partis politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Il y avait quelques centaines de personnes déterminées, résolues, oui, mais rien à voir avec la marée humaine de vendredi dernier. Khaled, toute dernière question cette fois-ci. On a eu comme information qu'il y a eu des démissions en cascade des différents organes de presse en Algérie. Vous confirmez? Non, pas de démissions, mais plutôt des protestations. Vous savez, les journalistes de la radio publique qui protestent, c'est un acte extrêmement courageux. La radio publique algérienne travaille avec un verrouillage total. Les journalistes se sont révoltés il y a quelques jours seulement pour dire oui, il faut qu'on couvre les manifestations des étudiants et les manifestations de l'opposition. Eh bien, ils ont forcé la main à leur directeur général. Vous savez, la radio publique chez nous, elle ne parle que du président, que des activités présidentielles, aucune activité d'opposition. Il y a eu un grand rassemblement, le premier de mémoire de journalistes aujourd'hui à la radio, les journalistes de la radio publique qui demandent à l'application au respect du service public, donc une information neutre et objective. Il n'y a pas de démission, mais il y a une série de protestations qui font bouger aujourd'hui sérieusement le service public algérien qui a toujours été verrouillé. Merci Monsieur Khaled Raouni en tout cas d'avoir répondu à nos questions et si vous le permettez avec votre accord on reste en contact pour suivre évidemment ce qui se passe en espérant que cela s'arrange au plus vite bien entendu pour ce si beau pays qu'est l'Algérie. Merci beaucoup Khaled Raouni. Merci.
À très bientôt. Voilà, nous étions en direct d'Alger. On a eu plusieurs différentes interventions aujourd'hui et c'était bien en tout cas d'avoir les différentes réactions depuis Constantine, Alger pour aujourd'hui. Donc on continue évidemment de suivre de très près cette situation qui nous rassure, mais en même temps on a une petite inquiétude sur l'issue et sur le maintien peut-être de cette candidature de Abdelaziz Bouteflika, car comme on l'a pu le constater, pour l'instant, tout est calme, tout est pacifique, même s'il y a eu des heurts, c'est ce que nous dit en tout cas Monsieur Draouni aujourd'hui. Eh bien, on reste quand même inquiet sur ce qui risque de se passer si, eh bien, on s'entête à vouloir maintenir ce 5e mandat dont la rue algérienne rejette aujourd'hui et demande de départ. Et ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Khaled, en un mot Gamal et Philippe Audrey, c'est qu'il n'y a pas de rejet du système. Non, c'est l'unique appel, c'est le non au 5e mandat. Il y a eu, oui, ça, sous plusieurs formes. Effectivement, d'abord, ils parlent de Bouteflika. Ils ont quand même un respect pour Bouteflika malgré tout. C'est plus des blagues qu'autre chose. Effectivement, ils veulent pas de 5e mandat en rappelant qu'ils ne sont pas, c'est pas un royaume. Je veux dire, oui, ce qui a été dit en substance, c'est quand même la réforme. Le changement de la Constitution s'est fait en 2008 pour maintenir de façon permanente une réélection. Et ça, c'est une faute politique considérable. Les gens le prennent en considération et de l'autre côté, ils ont quand même une certaine sympathie pour Monsieur Bouteflika. Et je pense que la plupart des gens voudraient qu'ils finissent normalement et dignement. Bon, allez, est-ce que Madame Pronosti est prête? Ah bah moi toujours. Hein. Bon, eh ben on y va, c'est parti pour l'avis tranché signé Madame Audrey Pronosti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi. Et on revient en France avec cet avis tranché signé Audrey Pronosti. Le titre, c'est Douce France. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je continue, voilà. Quel beau symbole que justement ce beau mélange entre Charles Trenet et Rachida. Eh bien justement, il était une fois un pays, la France, un pays où tout était possible. Enfin presque, oui. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Un pays réputé solide, un peuple guerrier, irréductible. Il était même l'un des précurseurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme après avoir suivi l'exemple des Nations Unies. Alors c'est dire. Justement, disais-je, en faisant un grand bond en avant, nous sommes au XXIe siècle avec un passif et surtout un passé exceptionnel. Une contrée plutôt bien située, en bord de mer et du côté de l'océan Atlantique, au cœur de ce continent que l'on appellera l'Europe. Au milieu de ses voisins, la France accomplit deux grandes choses. De nos jours, avec un joli territoire de près de 645 000 mètres carrés et ses 67 millions d'habitants, la France regorge de multiples régions, mais surtout, et là j'insiste, d'une population d'autant plus mixte grâce à son histoire, et ça, on le sait tous. On a quand même pu assister à un mélange de cultures assez conséquent, enrichissant même à des mariages, à des cohabitations de différentes communautés. Et oui, ça a bien eu lieu. Heureusement, il y a eu des gens suffisamment intelligents pour aller à contre-courant des politiques liberticides, fascistes, nationalistes et répressives. C'est clair qu'on ne peut pas nier les heures sombres et les périodes justement de ce pays et encore moins de les oublier. Alors aujourd'hui, la vraie question qu'on peut se poser, c'est: sommes-nous prêts à revivre ça? Alors oui, les cibles ne seraient potentiellement pas les mêmes, ça on peut pas le nier. Mais au fond, interrogeons-nous sur le fond et surtout pas sur la forme. Je vous parle d'une France où les chrétiens, les juifs, les musulmans et même les non-croyants devraient pouvoir s'unir ensemble pour une seule et indivisible cause, l'humanisme. Seulement,
ce n'est pas le cas. Je vous parle d'une France où tous les propos deviennent sensibles et où chacun s'auto-censure par crainte d'être jugé ou d'être accusé de mauvais sentiments. Je vous parle d'un pays où la liberté d'opinion et la religion sont des droits inaliénables, seulement ils ne sont en rien des valeurs respectées. Je vous parle d'un pays où la liberté d'expression et de la presse sont censées symboliser et caractériser l'une de nos forces indestructibles. Et pourtant, je vous parle d'un pays où les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, les Turcs aussi, les Arméniens et bien d'autres ont reconstruit la France. Alors quoi faire ? Que pouvons-nous faire pour justement lutter contre le fascisme? Eh bien, nous avons un droit et un devoir, celui d'être citoyen. Et ça, personne ne peut le transgresser. Sauf si nous le permettons. Sauf si nous y renonçons. Aujourd'hui, et pas demain. Aujourd'hui, nous devons voter pour que surtout ne pas revivre ces heures sombres du passé. Et les prochaines élections ont l'air légères et inconséquentes. Mais détrompez-vous. Alors ce 26 mai prochain, c'est le début d'un long processus vers les présidentielles. Réveillons-nous, car c'est maintenant. Mais oui, demain, c'est déjà fini. Merci, ma chère Audrey. Exactement, bravo, oui, absolument, bravo. Alors Gamal, c'est très important ça, cet appel là en tout cas, à rester dans le processus et à voter, à participer, hein, c'est très important. Sûr. Hein. Et c'est pas toi que je vais dire. Et notre ami Philippe là, qui est un peu engagé du côté d'Europe Écologie Les Verts, ça doit résonner cet appel d'Audrey. Ah mais je suis fan, bravo. Oui, on est prêt à revivre ça malheureusement parce que les concitoyens font preuve d'amnésie parce que leur assiette est vide et quand l'assiette est vide, les mots doux résonnants des gens qui colportent des idées nauséabondes, résonnent parce que ton ventre est vide et donc ça fait écho. 3 millions d'étrangers, c'est 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'étrangers. C'était son père qui disait ça. Aujourd'hui, elle dit 6 millions de chômeurs, c'est 6 millions d'étrangers. C'est simple, c'est facile, ça fonctionne très bien. Donc oui, mobilisons-nous, évitons cette catastrophe annoncée que l'ultralibéralisme est en train de faire un pont pour leur permettre d'accéder au pouvoir. C'est celui des uns et des autres en se mobilisant, en s'inscrivant sur les électorales, en vérifiant que tout le monde est bien inscrit sur les électorales. Je continuerai à dire, lorsque vous déménagez, même dans la même ville, allez donner au service de l'état civil votre nouvelle adresse, parce que si votre carte d'électeur arrive en NPAI, n'habite plus à l'adresse indiquée, et ben vous êtes automatiquement radié des listes. Vérifiez que votre entourage est bien inscrit, et si le menu ne vous plaît pas, écrivez-le vous-même. Allez, quelques infos zappées, messieurs, dames. D'abord, on l'a appris tout à l'heure, c'est donc la remise en liberté de Alexandre Benalla et de Vincent Kras sous contrôle, donc remise en liberté. Contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire, absolument. Donc voilà, on s'y attendait un petit peu en même temps. Voilà, mais on rappelle quand même qu'ils ont réussi à se rencontrer encore, décidément, c'était au tribunal la semaine dernière. Je voulais vous parler d'une députée LR de Moissy-Cramayel. On est dans la Seine-et-Marne, auteur d'un tweet quelque peu islamophobe. Pour resituer et recontextualiser, ça s'est passé le samedi où il y a eu lieu l'agression de Alain Finkielkraut, et elle a tweeté: il faut mettre les musulmans au pas suite à cette agression. Eh bien, c'est elle qui a été mise au pas parce que elle a été obligée de s'excuser dans une vidéo live la semaine dernière. Elle s'appelle Dorothée Moreau et c'est une élue LR qui samedi 16 février dans un live Facebook s'est adressée en s'excusant bien sûr auprès de ceux qu'elle a pu heurter. Donc le tweet c'était: les musulmans doivent être mis au pas après les insultes contre Alain Finkielkraut. Donc elle a été démise de ses fonctions d'ailleurs. Elle est directrice d'école, elle a été démise de ses fonctions et elle a annoncé qu'elle n'irait pas dans la campagne municipale à Moissy-Cramayel. Le devoir de réserve de toute façon de base il n'est pas respecté. Après en tant que citoyenne c'est juste c'est juste hallucinant. Enfin dire des propos pareils voilà. Mais moi clairement quand je les ai lus la première fois,
J'ai cru que j'avais mal lu en fait. C'était une blague. J'ai cru Eh que ben non, j'avais c'était mal pas une blague. Non, moi je croyais qu'il manquait des mots, que c'était au pas cadencé peut-être qu'elle voulait dire. Non, c'est grave. C'est grave parce que L'espace public. la leupinisation des esprits Absolument, a ce qu'il atteint des gens. Tu vois, autant je ne comprendrai jamais, mais certains disent les gens basiques, et je m'insurge contre ce mot-là, n'ont pas la maturité, la conscience intellectuelle pour pouvoir. Mais non, mais c'est pire que ça. Les gens basiques, ils ont faim, donc ils vont avoir une fonction reptilienne de dire comment je fais pour nourrir ma famille, et à la limite c'est humain. On peut se comprendre et on peut leur expliquer le pourquoi du comment, que c'est un tort. Mais ces gens-là qui sont censés être aux commandes, parce que les députés, ça vote quand même des lois, les conseils municipaux, ça vote quand même des arrêtés, qui sortent un truc comme ça, normal, tranquille, des pieds dans le sable. Moi, je considère qu'il faut qu'on porte plainte collectivement. Et lorsque, à chaque fois que quelqu'un fera un dérapage, qu'il le pense ou qu'il le pense pas, peu importe, et ben peut-être qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Jusqu'où on va? Tu te rends compte que aujourd'hui, on en est à une polémique de savoir si Decathlon devrait faire ou pas un hijab pour le running. Ouais. Mais Decathlon, ils sont là pour faire du fric. Donc ils se posent pas de questions. Enfin, ça suffit. Et Bayrou aujourd'hui a été auditionné alors qu'il était entre une vache. Non, l'humour centré, c'est fini. Hein. Une vache et un mouton. Qui parle des traditions de la France, qui ne permet pas de se recouvrir ou se vestir de façon exagérée. Et moi, j'ai sur Facebook, je lui ai mis qu'il y avait quand même des nonnes en France. Absolument. Et que donc là, du coup, il y a vraiment 2 poids 2 mesures. Et moi, je veux pas rentrer en conflit entre pourquoi elle et pas eux, etc. C'est pas ça l'histoire. Bon. L'histoire, c'est justement, j'aimerais bien répondre à ça. Oui, Gamal, rapide. On parle de l'eupénisation des esprits, il faut dépasser ça. Aujourd'hui, c'est la sarkozisation des esprits. C'est quand même les LR. Ils ont une responsabilité quand elle écrit un texte qui est donc réfléchi, pensé, mesuré et qui dit marcher au pas de loi. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de marcher au pas de loi, le fameux pas de loi des nazis. C'est-à-dire que madame a des termes qui sont extrêmement orientés et racistes. Il faut pas parler d'islamophobie, on parle bien elle cible bien une communauté en raison de son origine ethnique. Et ça devrait tomber sous le coup de la loi. Ça tombe sous le coup de la loi. Je pense que le jour, mais il y a personne dans cette communauté justement qui fait que ça puisse être puni parce que personne se mobilise. On le voit bien encore une fois. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'association qui. Et surtout que cette information, elle est sortie il y a déjà un moment. Bah, bien sûr. Sinon, dans les infos zappées, parce qu'il faut qu'on avance, on est super en retard. Le puissant mouvement chiite, le Hezbollah, va être totalement interdit au Royaume-Uni. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement britannique en le qualifiant d'organisation terroriste. Voilà, c'est une petite info zappée que je vous glisse au passage. Et puis, on va parler d'Europe 1, la radio. Une pratique qui a duré quand même 15 ans. La CNIL vient d'y mettre fin. Le standard d'Europe 1 dotait son fichier d'auditeurs de commentaires basés sur notamment sur l'origine, accent juif tunisien, insistant et désagréable, accent du Maghreb, pas toujours clair, bavard, a besoin de parler de cancer ou encore voix de vieille pédale, c'est ce qu'on a pu lire et entendre. Donc les annotations d'un fichier auditeur d'Europe 1 écrites par les standardistes au moment où ils reçoivent des appels avant une libre antenne par exemple, et ce depuis plus de 15 ans alors que la loi interdit la conservation, sachez-le, de ces données de plus de 2 ans. Ces pratiques ont été épinglées par la CNIL et révélées par le site Mediapart dimanche dans un article. En France, rappelons, et pour rappel, la loi interdit le recueil sans consentement de données relatives à la santé, aux orientations sexuelles, aux origines raciales ou ethniques ou encore aux appartenances religieuses. Voilà, Europe 1, c'est pas joli ce que vous avez fait auprès de vos auditeurs. Il y a quand même 500 000 auditeurs qui sont concernés quand même. Voilà, donc ça c'est pas une information que vous entendrez partout, non, mais on vous la donne. Que c'est sous couvert de l'anonymat, je pense. Oui, bien sûr. Mais vous entendez, voilà, c'est de fou. Absolument. Non mais 15 ans, c'est pas le même. Non, mais après standardisme pendant 15 ans. Mais surtout ils ont eu un simple rappel, pas de condamnation, rien, tout va bien, Madame la Marquise. On continue. Dans un instant, mon Philippe, tu vas te prêter à cet exercice de l'avis tranché et j'espère qu'on aura le temps de recueillir les doléances et propositions des auditrices auditeurs pour ce fameux grand débat auquel nous participons et on est tout près d'obtenir un rendez-vous à l'Élysée. Tout près, n'est-ce pas? Absolument. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et merci d'être avec nous à l'écoute de la seule et unique émission de liberté d'expression sur la bande FM. N'ayons pas peur de le dire parce que c'est vrai en plus. Donc voilà, c'est vraiment pas du mensonge pour le coup et vraiment pas de l'exagération. On est ici à l'écoute de vous, chers amis auditrices, auditeurs, et ravis de vous
retrouver et de vous compter un peu plus chaque jour. Et ça fait vraiment plaisir. Pour l'heure, un avis tranché, c'est son premier, donc un peu d'indulgence pour notre ami Philippe Boriachi. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et le titre de cet avis tranché, mon cher Philippe, c'est à la ville et à la campagne. La ville et la campagne. Pardon. Donc je répète, la ville et la campagne, titre de l'avis tranché de Philippe Boriachi. Une question me poursuit depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. La France rurale, la France des villes, petites et moyennes, la France de l'étalement urbain s'est mise en mouvement tandis que la France des métropoles, surtout la France francilienne, n'a quasiment pas branché. Regardons ce mouvement de loin avec sans doute un peu de sympathie, d'indifférence ou d'agacement. De 2 à 10 000 manifestants maximum à Paris, une part importante venue de régions pour 12 millions d'habitants vivant en Île-de-France, 9 millions en milieu urbain. Une grosse manifestation de lycéens ou d'étudiants tout au plus, la banlieue populaire, celle des quartiers dits sensibles, des quartiers HLM, des bars et des tours, cette banlieue symbole de la régression sociale, vaque à ses occupations, continue à s'entasser matin et soir dans le métro, le RER et les bus. Le samedi, on évite Paris. D'ailleurs, on n'y va pas souvent. En 2005, la jeunesse de la banlieue populaire s'était insurgée contre le harcèlement policier, contre une société dont elle se sentait exclue, en s'attaquant à des commissariats, mais aussi à des équipements culturels, des établissements scolaires, autant de symboles d'un État qui lui apparaissait hostile, voire oppressif, suscitant l'émoi, l'incompréhension, voire l'indignation de cette même France qui aujourd'hui exprime son mal-être et son hostilité à l'égard du même État. Il y a plusieurs France qui ne se connaissent pas, qui ne se côtoient pas, qui ont une vision lointaine et fantasmée de l'autre, qui pensent que cet autre est favorisé à son détriment. Celle de l'habitat pavillonnaire, symbole de la réussite sociale, des petits propriétaires endettés, loin des services et des transports publics, enfermés dans leur solitude et les difficultés quotidiennes aux antipodes de leur rêve initial, dépendantes du diesel et du fioul. Pourtant, on devait se retrouver entre gens bien, dans un espace calme et tranquille. C'est la France des Gilets jaunes, celle des cités HLM, de ceux qui n'ont pas les moyens de devenir propriétaires, des immigrés, de l'échec scolaire, confrontés au chômage, condamnés à la débrouille pour mettre du beurre dans les épinards, où le VTC est devenu porte de sortie. Tout le monde parle des territoires, la politique de la ville a disparu des discours et des revendications. Certains n'hésitent pas à dire que l'argent de la rénovation urbaine n'a servi à rien. Les banlieues coûteraient trop cher alors que la France périphérique a été abandonnée. Il y aurait les territoires du labeur et les quartiers de non-droit. Des méritants contre les assistés. L'extrême droite ne s'y est pas trompée. Pourtant, le ressenti contre l'État est le même. La violence est la même. Mais elle n'est pas légitime pour tout le monde. Les agriculteurs, les chasseurs nous ont habitués depuis plus de 2 décennies à la violence, à la dégradation des biens publics et aux atteintes de la libre circulation. Les gilets jaunes, après les bonnets rouges, poursuivent cette tradition. La violence de la banlieue ne bénéficie pas de la même complaisance politique et médiatique. La fracture territoriale traverse aussi le peuple. Il est bon notre Philippe, dites donc. Impeccable. Attention. Je voudrais rendre hommage à monsieur Jean-Marc Dangean parce que ce texte n'est pas de moi. Ah, bah très bien. Mais en tout cas, bien dit. Hein. Bravo, mon cher Philippe. Très joliment écrit. Bon, allez, on n'aura pas le temps de vous accueillir pour aujourd'hui, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, on le fera dès demain sans problème. On avait un programme chargé et beaucoup de correspondance. Je vais juste vous rappeler les propositions d'hier. Parce que nous participons, je vous le rappelle, à ce grand débat et nous recueillons vos doléances, vos propositions que nous allons transmettre à l'issue de ce grand débat, c'est-à-dire que ça se termine le 15 mars. Et après, nous irons, et vous aurez l'occasion de le vérifier par vous-même, ça sera filmé, tout ça, à l'Élysée, transmettre vos propositions. Alors les propositions d'hier, Choukri de Nanterre, lorsqu'on a été locataire d'un appartement, d'un HLM depuis 25 ans, on en devient propriétaire automatiquement. C'est Choukri qui nous a fait cette proposition hier. Sinon, on a eu Nasser de Melun, faciliter les mutations dans les grandes entreprises. Proposition également de Méziane, harmonisation fiscale au niveau européen. Monji, l'abrogation de la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux à l'école. Voilà des propositions
concrètes, messieurs, dames, que vous continuez de nous faire et que vous nous ferez, si vous le voulez bien, demain, évidemment, dans cette émission. Et pardon, vraiment, parce que voilà, on est très très bousculé aujourd'hui. En tout cas, je tenais à remercier nos prestataires du jour, Monsieur Gamalabina, merci, que vous pouvez retrouver régulièrement sur une chaîne étrangère, russe, voilà. Il a du mal à le la dire. chaîne à Poutine. Commence pas. Donc il est souvent là-bas et il est aussi sur France Maghreb 2, bien sûr. Notre ami Philippe Bourriachi qui vous donne rendez-vous, vous l'avez compris, dans son coup de cœur ce vendredi 1er mars du côté de Orly avec l'excellent Chir Si bémol, et la belle Audrey qui vous a livré sa douce France à sa manière et nous a fait écouter, en référence à ce qui se passe en ce moment en Algérie, la belle chanson de Sniper. Rendez-vous demain sur France Maghreb 2. On sera là toujours avec le même plaisir et continuez de rester fidèles à l'écoute de France Maghreb 2, mais plus particulièrement parce que je défends ma paroisse, le Grand Forum. Connecté via les réseaux sociaux d'émission, Christophe le Grand Forum sur Facebook, sur Twitter le Grand Forum FM2. Et on est de retour demain. Je suis pile à l'heure et donc ravi de céder l'antenne à Medjed dans un instant, puisqu'il est exactement à Paris et comme partout ailleurs 18h. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits.